C'est un monde mystérieux. Un univers à part entière, que l'on ne peut entièrement percevoir à l'œil nu. Chaque jour et chaque nuit, des messages s'échangent au cœur de la forêt. Mais les créatures des bois utilisent un langage que les chercheurs commencent tout juste à déchiffrer. La nuit, par exemple, le diamètre des arbres change, tout comme leur potentiel bioélectrique. Ils semblent réagir au cycle de la Lune, un peu comme nos océans. Chaque essence a sa propre senteur et est reconnaissable pour les autres organismes de la forêt. Les feuilles des arbres produisent non seulement des nutriments et de l'oxygène, mais aussi des signaux, tout comme la mousse qui recouvre le sol. La végétation paraît également sensible aux ondes sonores du monde animal. Quand le concert des oiseaux et des insectes prend de l'ampleur, les arbres poussent plus vite. Ces chiens sont à la recherche des diamants noirs de la forêt, les truffes. Pour propager ses spores, le champignon se sert d'une substance odorante proche de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. L'appât parfait pour les femelles sangliers, qui déterrent les truffes pour s'en régaler, puis les dispersent dans la forêt après digestion. Les chiens, comme les humains, sont sensibles à ce parfum. Pour cultiver la truffe, Ludger Sproll et Ulrich Taube mettent les racines de jeunes plants d'arbres en contact avec des spores de truffe avant de les transplanter sur une parcelle. Ils étudient de très près la croissance des truffes sauvages en forêt. Sachant que la moitié de la production mondiale de truffes vient de truffières qui imitent plus ou moins bien la forêt. On ne peut pas considérer les arbres de la forêt individuellement. C'est plutôt un ensemble. Ils forment un tout relié par les champignons, la truffe et beaucoup d'autres champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec les arbres. Ce réseau est constitué de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes, de plantes, pas seulement des racines d'arbres. Il y a aussi des arbustes, des herbes. Tout cela est interdépendant. La forêt bruisse d'échanges d'informations. Et parmi les principaux relais, il y a donc les champignons. Ils partagent leur territoire avec les racines des arbres et établissent ainsi des contacts étroits avec elles. Nous ne voyons que les organes reproducteurs d'un organisme gigantesque dont l'essentiel vit sous terre. C'est en étudiant le réseau fongique que les chercheurs ont découvert que des informations circulaient continuellement en forêt. Chaque arbre a son propre système de communication interne. La couronne échange avec la racine, son centre de commande souterrain. Les fines extrémités des racines vérifient constamment l'humidité du sol et sa teneur en nutriments. En cas de sécheresse, elles envoient des signaux hydrauliques aux feuilles via le système de canalisation de l'arbre afin de limiter l'évaporation d'eau. Et inversement, les racines peuvent recevoir des informations d'en haut sur les besoins de l'arbre ou lors d'une attaque de parasites. Les racines poussent dans le sol, tout comme les branches au niveau de la couronne.
Mais quand elles perçoivent la présence de semblables à proximité, elles stoppent leur propre croissance dans cette direction pour ne pas gêner celle des autres arbres. Pour communiquer à des distances importantes, les arbres ont besoin alors d'alliés, les champignons. Les champignons tissent un réseau souterrain de filaments qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ce voile très fin, qui enveloppe les racines, sert d'intermédiaire dans un troc fascinant. Le champignon fournit azote et phosphore à l'arbre en échange de sucre issu de la photosynthèse. Le réseau mycorhizien peut interconnecter des forêts entières. C'est pourquoi les chercheurs parlent de l'Internet de la forêt. Grâce à cette toile végétale, les arbres savent si leurs congénères vont bien ou s'ils ont besoin d'aide. Les arbres s'en servent aussi pour prendre soin de leur progéniture. Ce être passe par le champignon qui le relie à son petit pour le nourrir. Sans cet intermédiaire, ce petit érable serait condamné. Voilà plusieurs mois déjà que les loirs gris hibernent dans leur nid au sol. Mais le véritable hiver arrive souvent plus tard dans l'année. En cas de tempête ou de neige, tout le monde vit sur les réserves que les arbres ont produites tout au long de l'année. Les blaireaux se réfugient sous la litière de leur terrier souterrain. Par très mauvais temps, ils peuvent passer des jours et même des semaines sans manger. Seules les espèces qui n'hibernent pas se risquent encore à sortir. Les martres et les lynx se traînent péniblement dans la neige, souvent l'estomac vide, tant les proies sont rares à cette période. Toute la forêt engourdie par le froid semble prendre des forces pour l'année à venir. Mais pour les animaux qu'elle abrite, il s'agit avant tout d'arriver à passer l'hiver. Pour s'économiser, les cerfs élaphes ont développé une stratégie. Ils abaissent leur fréquence cardiaque et leur température corporelle, réduisant de cette manière leur métabolisme de moitié. Ainsi, ils se contentent de 2 fois moins de nourriture à la saison froide. Les jeunes sangliers sont bien contents de trouver des faînes, les fruits laissés par les hêtres l'été dernier. Et s'ils ont de la neige jusqu'au garrot, cette splendeur immaculée est bien plus qu'un caprice de la météo. C'est de l'eau givrée. Une réserve pour l'an prochain.
Mais il fait quand même rudement froid dans cette forêt enneigée. Vivement le printemps. Quand à la fin de l'hiver, les espèces endémiques sentent l'arrivée de la belle saison, la forêt se prépare tout doucement à son plus grand tour de force de l'année. Au printemps commence une course particulière, la course à la lumière, source de vie. Quand le soleil se met à réchauffer les sols à partir du mois de mars, les arbres feuillus sont encore en dormance. Une chance unique pour les plantes à floraison précoce. Les arbres toujours dégarnis n'assombrissent pas encore le sol. Les jolies fleurs des bois profitent de cette courte période pour faire le plein d'énergie pour l'année. Elles doivent également s'occuper de leur descendance, ce qui n'est pas de tout repos. Des millions de fleurs s'ouvrent au ras du sol pour attirer les insectes pollinisateurs. Réaliser tout cela en à peine 2 mois relève du prodige. Dès que les arbres déploient leur couronne de feuilles, le sol s'assombrit. Mais avant cela, l'ail des ours profite lui aussi de la douceur printanière pour tapisser la forêt. À l'étage supérieur, les bourgeons du hêtre finissent par éclore. Mais la floraison n'est pas systématique. Les arbres se consultent pour en décider. À la cime des hêtres, les premiers loirs gris encore ensommeillés commencent à virevolter. Ces champions de l'hibernation ne sortent de leur torpeur qu'en mai. Il est temps pour eux d'aller grappiller bourgeons et fleurs. Si les fleurs abondent en cette saison, c'est l'assurance d'une bonne faînée. Une grosse récolte de faine à l'automne. Les loirs gris sont des champions de la survie. Ils se sont parfaitement adaptés à nos forêts, surtout celles de feuillus. Ils quittent leur nid souterrain en mai, après 7 mois d'hibernation, et rejoignent leur quartier d'été, en haut des arbres. Quand les hêtres ont peu de fleurs, ça signifie que la faînée sera faible ou nulle. Les loirs réagissent immédiatement en renonçant à la reproduction cette année-là, à tel point que les organes sexuels des mâles ne se développent même pas. Les bébés sangliers raffolent aussi des fruits du hêtre. Mais il naît des marcassins tous les ans. S'ils ont la chance de venir au monde une année de bonne faînée, la richesse de leur alimentation infantile les rendra toute leur vie plus forts et plus résistants que leurs congénères moins bien nourris. Et même la génération suivante en bénéficiera. Le pic-et-pêche cherche déjà de quoi nourrir ses petits, lui aussi. Les cerfs élaphes emmènent leurs harem brouter dans les prairies. Considérés comme les rois de la forêt, les cerfs ont pourtant une préférence pour les clairières. C'est le développement de l'agriculture qui les en a chassés et les a relégués dans la forêt, où ils se régalent désormais de jeunes arbres.
Les arbres de nos forêts n'aiment pas du tout que les bêtes sauvages grignotent leur écorce. Mais les cerfs et les chevreuils le font souvent. Pour s'en défendre, les arbres diffusent des composés chimiques, des phénols ou des tanins, qui perturbent la digestion des animaux. Les arbres se donnent vraiment du mal pour se protéger contre ces agressions. La forêt est un gigantesque garde-manger. Chaque arbre contient des millions de calories, bien à l'abri en son sein. Un drôle d'oiseau n'a pas son pareil pour dégager les trésors enfouis sous l'écorce épaisse. Le pic. C'est au fin fond de la forêt, là où les troncs sont assez épais pour y creuser un trou ou installer son nid, que vit le plus grand pic européen, le pic noir. Le pic noir se nourrit d'insectes cachés sous l'écorce des arbres, et les loges qu'il y creuse sont très appréciées d'autres espèces. Que notre maître bâtisseur échappe au traumatisme crânien est encore un miracle de l'évolution. Son bec est tapissé de revêtements élastiques qui empêchent les déformations au moment de l'impact. Et dans son crâne, un fin coussinet absorbe les chocs. Le pic cogne jusqu'à 20 fois par seconde contre le bois dur et à une vitesse de plus de 25 km/h. C'est comme si nous foncions en courant tête la première dans un mur. Le muscle de la langue, qui entoure le crâne par derrière à partir du dessous du bec et rejoint la narine droite, dévie tout choc non absorbé vers sa puissante musculature au niveau du cou et des épaules. Comme un boxeur, le pic rigidifie son cou et sa tête avant chaque impact. Grâce à son muscle spécial, le pic peut également ajuster la longueur de sa langue pour débusquer les coléoptères et larves dans leur cachette. Un pic martèle le bois jusqu'à 10 000 fois par jour et trouve toujours le moyen de pénétrer dans l'arbre. Un millième de seconde avant le choc, le pic ferme les yeux pour éviter les copeaux qui volent. Et il se place toujours à 90 degrés de l'arbre exactement, pour ne pas avoir de contrainte de cisaillement. Au final, un demi% seulement de l'énergie d'impact initiale atteint le cerveau. Et cette énergie est évacuée sous forme de chaleur. Voilà comment le pic parvient à jouer de la perceuse du matin au soir sans devenir marteau. Le pic est de loin le champion toute catégorie pour le nombre de nids bâtis dans la forêt. Mais ces logements sociaux sont l'œuvre de l'homme. Une famille de Loire a élu domicile au 102. Walter Arnold et son assistant Franz Hölzel, de l'Université de Vienne, étudient une population de Loire depuis des années. Des émetteurs miniaturisés surveillent leur rythme cardiaque et leur température. Et régulièrement, les chercheurs pèsent et mesurent les petits rongeurs ensommeillés, puis prélèvent leur ADN. Les Loirs mettent bas très tard dans l'année. Et bien qu'ils vivent 12 à 13 ans, ils n'ont que 3 à 4 portées, puisqu'ils ne se reproduisent que les années de grande fênée. S'il n'y a rien à manger dehors, ils préfèrent renoncer à leur sexualité et passer leur temps à dormir. « 103 grammes. » Eh ben, ça fait pas lourd. Non, c'est vrai. En dormant, les Loirs abaissent leur fréquence cardiaque de 300
à 5 battements par minute. Qui dort et reste au chaud ne sera pas mangé. Une bonne stratégie de survie. Dans 15 jours. Dans la colonie que nous étudions, les super champions sont juste sortis très brièvement, au printemps. Au bout d'1, 2 semaines maximum, ils se sont dit « Ce n'est pas une bonne année, vaut mieux continuer d'hiberner ». Et on ne les a plus revus pendant 12 mois. La forêt n'aurait certainement jamais pu créer le biotope de tous ses sous-locataires sans l'aide de ses partenaires, les champignons. Son étendue, sa canopée, son climat intérieur. C'est grâce à tout cela que la forêt a même pu surmonter les changements climatiques les plus violents. L'Europe centrale aujourd'hui, et il y a 18 000 ans. Durant la dernière période glaciaire, 2 calottes recouvrent de grandes parties de l'Europe. À l'emplacement actuel de Berlin, des vestiges de la nuit des temps sont figés dans la glace. Et ce sont des arbres. Mais en dehors de ces glaciers, il n'y a plus un arbre à la ronde. Ils ont gelé il y a des milliers d'années. Il y a 11 000 ans, le climat se réchauffe et la glace recule. Les premiers arbres s'installent dans la vallée du Rhin. Une forêt primaire, dominée par le chêne, s'y déploie à la vitesse moyenne de 250 mètres par an. 3000 ans plus tard, elle recouvre toute l'Allemagne. Dès le néolithique, les premiers agriculteurs défrichent des îlots de forêt primaire. Pour leur culture, mais aussi parce que le bois sert à tout, à se chauffer, à cuisiner et à bâtir des maisons. Le chemin à parcourir pour trouver du bois s'allonge vite. Alors souvent, on abandonne les villages au bout de 10 ans pour en construire des nouveaux à quelques kilomètres. De jeunes chênes et hêtres ne tardent pas à surgir sur les parcelles abandonnées. Très vite, le hêtre, qui pousse 2 fois plus vite et plus haut, envahit les forêts d'Europe centrale. Les hêtres accompagnent les migrations humaines au fil des millénaires. Mais 500 ans avant notre ère déjà, l'exploitation de la forêt ne cesse de s'intensifier. L'oppidum, le site industriel celte de Manching, par exemple, dans l'actuelle Bavière, compte déjà 10 000 habitants. Les cheminées fument sans cesse, car les Celtes fondent le minerai de fer pour fabriquer des armes et outils recherchés dans toute l'Europe. Leur consommation massive de bois détruit les forêts alentours. 500 ans plus tard, les bois ne couvrent plus que 70% du territoire. Au Moyen-Âge, les implantations deviennent des villes importantes, comme la cité hanséatique de Dortmund. La forêt fond à une vitesse record. Vers 1400, elle ne représente plus que 26% du territoire, nettement moins qu'aujourd'hui. Il faudra attendre 1800 pour que la sonnette d'alarme retentisse. On reboise alors massivement en épicéa, une essence à croissance rapide.
De cette expérience de la privation est né l'amour de la nature. Et le plus important, c'est que cet amour n'est pas né au sein de la population rurale, qui exploitait les forêts pour mains usages, mais chez des citadins qui venaient en forêt et disaient aux ruraux combien ils étaient chanceux de vivre là. Aujourd'hui, les forêts allemandes se déploient jusqu'au cœur de grandes villes, comme ici à Munich. Et une loi garantit à chaque citoyen le libre accès à toutes les forêts, qu'elles soient domaniales ou privées. Dortmund est fier de ses 50% d'espaces verts. Les forêts communales, comme cette réserve naturelle, s'y étendent jusqu'au centre-ville. À Francfort, les gratte-ciel ont une vue imprenable sur le poumon de la ville. Et c'est en pleine forêt que le margrave Charles-Guillaume de Bad Durlach fonda Karlsruhe. Aujourd'hui encore, un climatiseur naturel s'étend au nord de la ville. La forêt de Leipzig, le long de l'Elster, est une des plus grandes forêts alluviales d'Europe centrale. Stuttgart aussi est à cheval entre la forêt et les vignes. Et ses quartiers résidentiels les plus chers se trouvent à l'orée des bois. La forêt urbaine de Fribourg accueille 5 millions de visiteurs par an. Cela demande beaucoup d'entretien. On a calculé qu'un footing sous les arbres coûtait environ 20 centimes d'euros à la ville. Grunewald, à Berlin, est la plus grande forêt urbaine d'Europe. Elle est protégée depuis plus d'un siècle. Et le Tiergarten, au cœur de Berlin, compte pas moins de 260 000 arbres. Les jeunes plants livrés après-guerre dans la ville dévastée sont des géants aujourd'hui. Cette oasis de verdure au cœur de la capitale allemande surprend les visiteurs du monde entier. Ils ignorent généralement que des pilotes américains ont apporté ces arbres en 1948 lors du blocus de Berlin pour reverdir la forêt dévastée par la guerre. Ce chêne de la forêt de Grunewald, toujours à Berlin, est encore plus ancien. Son tronc de 5,5 mètres de diamètre suggère qu'il a environ 500 ans. Sa couronne compte dans les 600 000 feuilles. Ce chêne a une longue journée de labeur derrière lui. Il a fabriqué 12 kilos de glucose qu'il va emmagasiner peu à peu dans sa carcasse de bois. Il a absorbé les émissions de CO2 de 3 maisons individuelles, libéré 400 litres d'eau dans l'air par évaporation et produit l'équivalent du volume d'oxygène respiré par 10 personnes en une journée. Mais il est également couvert de blessures. Les animaux et champignons qui ont colonisé son tronc au fil des siècles ont laissé des trous partout. Le point lumineux correspond à son emplacement exact. En 1543, lorsqu'il enfonce ses premières racines dans le sol sableux, Berlin n'est encore qu'une petite ville modeste. Et Copernic vient de découvrir que la Terre tourne autour du Soleil
et pas l'inverse. Sa tige tendre et sucrée échappera heureusement aux cerfs. Vers 1600, notre chêne a 60 ans. Il a atteint sa maturité sexuelle. Du haut de ses 10 mètres, il affronte la sécheresse, les tempêtes et les parasites. En 1618, débute la guerre de 30 ans. Berlin perd la moitié de ses habitants. 1806. Alors que notre chêne vient de fêter son 250e anniversaire, Napoléon fait son entrée dans Berlin. L'arbre a presque 300 ans. L'industrialisation se met en marche. La ville s'étend. On abat massivement les arbres. Mais suite à une vague de protestations, la forêt de Grunewald est placée sous protection. 1916. La Première Guerre mondiale fait rage et des milliers de Berlinois meurent de faim. Notre chêne a 373 ans. 15 ans plus tard, la vie a repris. Et de plus en plus de citadins vont chercher la détente dans les bois. « 1939. La Seconde Guerre mondiale éclate. Grunewald assiste au vol incessant des bombardiers des forces alliées qui fondent sur le centre-ville. Avril 1945. Des soldats russes et allemands s'affrontent encore ici même. Peu après, l'Allemagne est vaincue et Berlin coupé en deux. Quand John Fitzgerald Kennedy prononce sa célèbre phrase devant l'hôtel de ville de Berlin-Schöneberg, le vieux chêne a déjà 420 ans. Et il vient juste d'atteindre l'âge vénérable de 500 ans lorsque le mur de Berlin tombe enfin. Des millions de bébés arbres tentent chaque année l'aventure de la vie dans nos forêts. Mais peu y parviennent. Un hêtre produit 2 millions de faines dans sa vie. Une seule donne un arbre adulte. La concurrence est sévère entre jeunes générations, car pour protéger la communauté, seuls les arbres les plus costauds atteignent la canopée. En cas de vent, chaque arbre bouge un peu différemment là-haut et amortit ainsi les va-et-vient de l'arbre voisin. Le cœur de la forêt, en revanche, est protégé contre le vent et les orages et conserve sa fraîcheur et son humidité en toutes circonstances. Voilà à quoi ressemblait notre chêne berlinois quand il avait une 50aine d'années. Un ado à l'échelle de la vie des arbres. Mais à cet âge,
la formation du bois fonctionne déjà à plein. Cela se passe sous l'écorce, au niveau de la fine couche de cellules colorées en rouge que l'on appelle le cambium. Les cellules du cambium se divisent de deux manières. Vers l'extérieur, elles forment une nouvelle couche d'écorce, le phloème. C'est là que passent les vaisseaux qui acheminent le sucre des feuilles jusqu'aux racines. Vers l'intérieur, le cambium fabrique des cellules aux parois renforcées par de la lignine. C'est ce qu'on appelle l'aubier. Cette nouvelle couche de bois véhicule eau et sels minéraux de la racine vers la couronne. Plus l'arbre est en bonne santé, plus son cerne annuel est épais. Celui-ci en compte à peu près 500 à ce jour. Presque tous les soirs de juin, Jens Esser part à la chasse dans la forêt de Grunwald. Il y recherche d'étranges créatures. Le scientifique préfère les nuits de pleine lune bien claires comme celle-ci, quand les oiseaux ont fini de gazouiller et que les coléoptères osent enfin sortir de leur cachette. Cette forêt abrite 1500 espèces de coléoptères. Ce sont les vieux chênes qui en hébergent le plus. Le chêne peut vivre plus de 1000 ans. Et plus il est vieux, plus il grouille de vie. 1377 espèces de coléoptères se cachent dans le bois mort, sous leur forme adulte ou larvaire. L'un d'eux, le capricorne du chêne, avec ses grandes antennes, est menacé de disparition. Ces petits passent 5 ans à l'intérieur du tronc à l'état de larve. La femelle pond ses œufs dans l'écorce. Le coléoptère ou la larve change considérablement la structure des arbres en y creusant ses trous. Et ces cavités sont utiles à beaucoup d'autres espèces, des insectes, des champignons et même des oiseaux qui peuvent s'y installer ensuite ou s'en servir pour accéder à cette ressource. Et quand l'arbre meurt, ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça prend des années. On dit alors que l'arbre mort est un trésor vivant. Chaque toile d'araignée fait partie de ce monde caché de la forêt. Un monde parallèle fait d'insectes rampants, de champignons et de processus métaboliques invisibles. Le cycle de la vie produit sans cesse des déchets, et c'est de loin dans la forêt qu'ils sont le plus nombreux. Le bois se décompose, les feuilles tombent, les herbes pourrissent. Les fourmis bâtissent des villes entières avec des résidus organiques. Et comme elles, des milliards d'autres organismes décomposent des montagnes de déchets qu'ils réintègrent au circuit de la vie sous forme d'humus, la couche supérieure du sol forestier, très riche en nutriments. Parmi les plus petits recycleurs, on trouve les colamboles. Il en existe des quantités d'espèces,
Mais celle-ci est assurément la plus mignonne. Ce petit arthropode pancrustacé ne mesure qu'un dixième de millimètre. Son appendice abdominal, tendu comme un ressort, l'aide à sauter d'un tas de déchets à l'autre. Et il se déplace sans difficulté sur l'eau. Cette araignée qui l'enjambe donne une idée de sa taille. Les colamboles peuvent vivre jusqu'à 100 000 au mètre carré en forêt. Ils produisent 180 millilitres d'humus par an. Et ils ne sont pas les seuls sur l'affaire. On trouve plus d'êtres vivants dans une poignée de terre de la forêt que d'humains sur Terre. Et tous ont un impact sur le sol et le transforment pour les arbres dans l'attente de nouveaux déchets. L'accéléré donne une idée de la vitesse à laquelle l'armée des recycleurs décompose les restes. La forêt bavaroise, qui est un parc national, n'en a pas ici l'allure. C'est justement parce que la nature peut suivre librement son cours dans la dernière forêt primaire d'Allemagne que le redoutable Böstrich y fait tant de ravages. Certains s'indignent de voir la beauté du paysage saccagée pour des décennies. Pour les écologistes, au contraire, c'est justement ça, la nature. Ici, l'homme n'intervient pas pour la sauver de la catastrophe, il l'accepte. Cette longue agonie est également documentée depuis le ciel. Rien dans l'histoire du parc national n'a jamais autant prêté à controverse que la gestion de cette invasion de Böstrich. Les parasites sévissent surtout après une tempête. Ils s'attaquent en priorité aux fragiles épicéas plantés jadis en monoculture pour alimenter les fours de l'industrie du verre. Avant 1970, date de l'ouverture du premier parc national en Allemagne, on se préoccupait peu de l'écologie des arbres. On se contentait d'abattre les spécimens infestés par le Böstrich et de s'en débarrasser. Ce qui se défend économiquement à court terme, mais fragilise la forêt à la longue, en la privant de nutriments. Un superbe panorama est effectivement perdu pour toute une génération. Et tout cela à cause d'un petit coléoptère. Lorsqu'un Böstrich mâle repère un arbre affaibli, il émet des phéromones pour attirer une femelle et lui construire une chambre nuptiale sous l'écorce. La nuit de noces passée, le couple a non seulement déposé ses œufs dans l'aubier, mais aussi des champignons qui vont prédigérer le bois pour leurs larves. La femelle s'empresse ensuite d'informer ses semblables qu'ils ont trouvé une victime. D'autres couples de coléoptères envahissent alors le malheureux arbre affaibli. Avec l'aide des champignons en bleu, les larves, en rouge, dévorent des motifs abstraits au niveau des tissus de l'arbre, ceux-là même qui lui servent à pomper sa sève vitale. Plus les larves sont nombreuses, plus elles détruisent les vaisseaux qui servent au transport des nutriments et de l'eau. Et l'arbre qui se défend en sécrétant de la résine collante attire encore plus de coléoptères. Seuls les coups de froid peuvent encore le sauver. Durant les mois d'été, l'épicéa n'a aucune chance.
il succombe aux assauts des larves et du champignon qui dévorent ses entrailles. Voilà à quoi ressemble la nouvelle génération dans la forêt bavaroise. Des hêtres, érables sycomores et sorbiers des oiseleurs ont repoussé et se sont imposés. De jeunes épicéas pointent dans la magnifique futaie. On peut finalement considérer que le Böstrich a offert un nouveau départ à cet écosystème. Il faudra tout de même attendre plusieurs siècles avant de pouvoir réutiliser le qualificatif de forêt primaire à certains endroits. On s'en rend vite compte quand on a déjà vu une forêt primaire. La différence fondamentale, c'est la structure des âges. Nos forêts sont majoritairement des forêts exploitées, donc apparues à une époque où l'on pratiquait encore des coupes blanches sur de grandes surfaces, que l'on reboisait ensuite. Résultat, tous les arbres ont à peu près le même âge. Dans la forêt primaire, c'est complètement différent. Ici, on a un mélange de générations, des colosses très anciens jusqu'aux jeunes pousses. Dans la forêt de Solling, en Basse-Saxe, un monstre de technologie est à l'œuvre. C'est un harvester, une moissonneuse de forêt. Il abat l'arbre et le transforme en bois dans la foulée. Sa mission du jour est de rajeunir la forêt, gagner un peu de lumière et de soleil au sol pour les jeunes êtres en pleine repousse. Mais il ne faut pas trop de lumière non plus. Sinon les jeunes arbres pousseront trop vite et leur bois ne sera pas assez dense et résistant pour le marché. Il a fallu 80 ans à cet épicéa pour atteindre cette stature et 1 mètre de diamètre. En 20 secondes, le voilà abattu, ébranché et coupé en tronçons. L'exploitation forestière est une industrie. Un insecte, appelé processionnaire du chêne, a envahi une chênaie du nord-est de l'Allemagne. Ces scientifiques de Göttingen cherchent à savoir comment les arbres s'avertissent lors de ces attaques et quel langage ils utilisent. Les chercheurs font un travail de fourmi. Ils pensent que les arbres émettent des messages olfactifs à base de composés de carbone et tentent de recueillir ces gaz. Les processionnaires du chêne tiennent leur nom de leur habitude de se déplacer en file indienne. Les chenilles se nourrissent des jeunes feuilles du chêne avant de se transformer en papillons nocturnes en juillet. Les poils urticants du parasite peuvent provoquer réactions allergiques et crises d'asthme. C'est pourquoi les chercheurs portent des combinaisons protectrices. Avant, les chenilles succombaient le plus souvent aux variations de température en avril. Réchauffement climatique oblige, elles tiennent maintenant jusqu'au bourgeonnement des feuilles. Les arbres stressés par ces agressions continues réagissent en émettant les substances odorantes que les chercheurs tentent de capter pour les analyser.
les attaques de parasites se prêtent particulièrement bien aux recherches en matière de communication des arbres. C'est à cette occasion que des scientifiques ont découvert qu'ils se parlaient. On a fait des expériences où l'on simulait ces attaques en coupant les feuilles d'un arbre. Là, on s'est aperçu que l'arbre touché n'était pas le seul à fabriquer ces anticorps. Ses voisins, qui eux n'avaient pas été attaqués, en produisaient aussi. Ça sous-entend que les arbres ont la capacité de communiquer, d'échanger ces informations. Rien que dans cette chênaie, les chercheurs ont capté 300 signaux différents. Et le lexique mondial des arbres contient déjà 2000 expressions. Tandis que nous nous exprimons en son, les arbres utilisent manifestement différents composés carbonés gazeux. Ils sont si petits que les représenter en animation tels qu'ils sont réellement est presque impossible. Notre chêne berlinois communique lui aussi avec ses voisins de la forêt de Grunewald. Plus les chercheurs attrapent de molécules, plus ils nourrissent l'espoir de mieux comprendre la forêt. Les forêts de résineux émettent parfois tant de substances aromatiques aux vertus antibiotiques que l'air s'en trouve presque purifié. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons si bien sous les arbres. De récentes études ont montré que l'homme réagissait aussi à leur message. Du fait de son humidité élevée et de ses substances volatiles, l'air de la forêt a une autre charge électrique que l'air urbain. Et il contient nettement plus d'oxygène, 2 qualités précieuses pour les humains. L'oxygène naît du miracle de la photosynthèse. Si nous avons de l'air à respirer, c'est en partie grâce aux plantes comme notre chêne. Ce sont elles qui fabriquent le glucose dont elles ont besoin avec la lumière, l'air et l'eau, et qui rejettent de l'oxygène au passage. Le miracle se produit dans les mini-centrales électriques ovoïdes nichées dans les cellules des feuilles, les chloroplastes. À l'intérieur, on trouve des tranches du pigment vert qui donnent leur couleur aux feuilles, la chlorophylle. Empilées comme des jetons de poker, elles nagent dans le liquide cellulaire. Comme une photopile, ces mini-centrales absorbent l'énergie du soleil et en chargent les électrons qui se déplacent dans leur membrane, ce qui provoque aussitôt une tempête énergétique. Les molécules d'eau du liquide cellulaire se combinent alors avec le dioxyde de carbone de l'air qui arrive en continu via les stomates, les orifices des feuilles. Il faut 6 molécules d'eau et 6 de CO2 pour fabriquer du glucose, de l'énergie pure. Le sucre dilué est transporté alors des feuilles vers le reste de l'arbre, en particulier vers les racines qui le stockent pour les périodes de disette. Le reste est consommé directement. La plante en a besoin notamment pour grandir. La fabrication du glucose forme un résidu directement évacué par les stomates. L'oxygène. Les arbres en fabriquent vraiment beaucoup, puisqu'ils ont chacun des centaines de milliers de feuilles à exposer à la lumière. Et chacune de ces feuilles produit ce dont l'homme et l'animal ont besoin pour vivre. De l'air et de quoi se nourrir. Les plantes n'utilisent qu'1% de l'énergie solaire qui parvient jusqu'à la Terre. Mais c'est suffisant pour maintenir notre planète en vie et remplir ses forêts de gourmandises. Cela nous procure aussi l'air indispensable pour respirer. Il y a 3,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était un dangereux mélange d'hydrogène, de CO2 et de dioxyde de soufre. Et puis,
les algues ont découvert la photosynthèse. Les premières plantes arrivent alors sur la terre ferme et deviennent des arbres. Elles transforment le CO2 en oxygène. C'est ainsi qu'apparaît l'air respirable et la couche d'ozone sans laquelle les rayons du soleil nous brûleraient littéralement. La couleur verte arborée par la forêt est elle aussi un déchet. C'est la partie du spectre visible que la photosynthèse ne peut absorber. Et c'est précisément à ce vert que nos cerveaux réagissent depuis des millénaires. La forêt, pour nous, c'est la vie. La forêt n'est jamais plus dense et plus verte qu'en été. Dans les clairières, les plantes vivaces de la strate herbacée sont en fleurs. Les premières fraises sauvages mûrissent. Et même les fusains déploient leurs fruits rouges au niveau de la strate arbustive. Chaque arbre se bat pour la meilleure place au soleil. Mais en se montrant trop gourmand, il risquerait de provoquer la mort de ses voisins, donc du réseau de protection, voire l'effondrement du système. En forêt, tous les arbres sont connectés. C'est pourquoi la loi du plus fort ne vaut que tant que la survie de la communauté n'est pas menacée. Dans de nombreuses forêts exploitées, les arbres poussent en rang d'oignons. Ils sont souvent si proches que si l'un tombe, il en entraîne beaucoup d'autres dans sa chute. Les ouragans, de plus en plus courants avec le réchauffement climatique, détruisent alors des monocultures entières. Dans les forêts constituées d'essences et d'âges les plus variés possibles, les arbres amortissent mieux les assauts de la tempête. Ils forment une communauté soudée. C'est pourquoi les farouches cigognes noires sont de retour dans le massif du Spessart, en Bavière. Contrairement aux cigognes blanches, elles se cachent toujours au fin fond des forêts pour couver. Pour un peu, on les prendrait pour des créatures merveilleuses, échappées de temps immémoriaux. Les forêts ont un effet comparable à celui de ces cascades. Les gouttelettes qui éclatent dans l'air le chargent en ions négatifs, connus pour leur action apaisante. Autour de la cascade de Rieslerfälle, en Bavière, les arbres morts gisent au sol. Ici, l'homme n'intervient quasiment plus. Une habituée de la forêt, qui avait presque disparu en Europe centrale, est de retour dans ses eaux claires. La loutre d'Europe est parfaitement adaptée à la vie semi-aquatique. Ce mammifère a besoin de forêts renaturées avec une eau limpide
et de bonnes cachettes sur ses rives. La Heve alimente un gigantesque réservoir d'eau potable pour toute la région de la Ruhr. Les forêts situées au bord de fleuves sont le refuge d'essences très particulières. Des arbres capables de gérer les variations de niveau d'eau, de l'extrême sécheresse aux inondations de plusieurs semaines. Les forêts alluviales retiennent la terre quand la fonte des neiges menace de l'emporter. La forêt de Leipzig est l'une des plus grandes forêts alluviales d'Europe. Ses vrais secrets se cachent dans ses cimes. C'est ce qui explique la présence de cette grue de 40 mètres de haut. Grâce à elle, les chercheurs comme Christian Wirth et Ronny Richter peuvent rejoindre 900 arbres en nacelle. 30 sont équipés de capteurs qui mesurent température, humidité de l'air, rayonnement et vitesse du vent et envoient ces informations à une banque de données. Christian Wirth a étudié des forêts alluviales du monde entier, des forêts tropicales humides jusqu'à ces bois high-tech de l'Est de l'Allemagne. La couverture végétale de la forêt a un effet étonnant sur le climat local. Lors de la photosynthèse, chaque feuille transpire. Et à Leipzig, par exemple, cette transpiration abaisse la température de la ville de 2 degrés par grande chaleur. Les arbres peuvent rafraîchir l'air ambiant de 2 manières. Premièrement, ils réfléchissent le rayonnement solaire, le renvoient dans l'atmosphère avant qu'il ait eu le temps de chauffer le sol. Deuxièmement, ils vaporisent de l'eau dans l'atmosphère par évapotranspiration, de la même manière que nous rafraîchissons notre corps en transpirant. Cette transpiration se fait via les stomates, les petites ouvertures des feuilles. Il y en a entre 20 et 30 000 au centimètre carré sur un chêne. L'air sera plus ou moins rafraîchi en fonction du degré d'évapotranspiration des arbres et de leur capacité à réfléchir la lumière à ondes courtes. La sécheresse donne bien du fil à retordre aux arbres. Les derniers étés caniculaires l'ont montré. Quand les réserves d'eau sont vides, la production d'énergie s'arrête. Le feuillage brunit prématurément, comme si c'était déjà l'automne. Et quand la soif devient insupportable, les arbres se mettent à crier. Des chercheurs français et suisses ont pu déceler des ultrasons avec des appareils acoustiques adaptés. Ces sons se formeraient lorsque la chaîne de molécules d'eau se rompt dans les vaisseaux de l'arbre faute d'approvisionnement suffisant. Les arbres ont également besoin d'eau pour se défendre contre les parasites. Mais privés de l'énergie de la photosynthèse en plein été, ils ne peuvent plus envoyer les anticorps nécessaires dans leur couronne. Voici le laboratoire à ciel ouvert de l'Institut Thunen à Eberswalde, dans l'est de l'Allemagne.
les arbres sont couverts de capteurs. Un pin est même connecté à Internet. Il tweet directement les données relatives à ses fonctions vitales aux chercheurs. L'hydrologue Jürgen Müller étudie le régime des eaux de la forêt depuis 1974. Ces appareils de mesure enregistrent précisément la quantité d'eau qui entre dans sa forêt et la vitesse de croissance des arbres. Jürgen Müller réfléchit à une forêt du futur avec le plus de bois possible qui remplirait au maximum la nappe phréatique. Cette caméra sophistiquée peut descendre sous terre pour y filmer les racines. Plus les radicelles sont nombreuses, mieux l'arbre pénètre dans le sol et plus il trouvera d'eau en cas de besoin. L'hydrologue peut même simuler la pluie en appuyant sur un bouton et vérifier la réaction des arbres. Certains sont plantés dans d'énormes pots équipés d'instruments de mesure. Nous avons été très surpris de découvrir que les arbres ont appris à vivre avec la sécheresse. Dès lors qu'ils l'ont éprouvé une fois, ils essayent de se protéger l'année suivante en consommant d'emblée moins d'eau, parce qu'ils ont compris que c'était problématique pour eux. Mais de ce fait, ils ne vont plus pousser autant qu'ils le pourraient, même s'il y a assez d'eau. Tout dans la forêt commence avec la pluie. Les arbres retiennent beaucoup d'eau de pluie avec leurs feuilles. Elles ne tombent que peu à peu sur le sol. Les branches de ce chêne recueillent l'eau comme des gouttières et via le tronc, en abreuvent l'arbre jusqu'aux racines. Après de fortes pluies, certains arbres avalent 1000 litres d'eau. Les mousses et le lichen font largement le plein, eux aussi. Tous semblent vouloir garder cette eau pour soi. Et pourtant, à peine la pluie a-t-elle cessé que la forêt la restitue. Un hêtre adulte peut faire circuler plus de 500 litres par jour dans ses branches et ses feuilles. Pour la photosynthèse, les feuilles ont besoin d'eau qu'elles rejettent ensuite par évapotranspiration. Si la canicule dure, l'arbre ferme ses écoutilles et le paie par une perte d'énergie. C'est par un petit miracle que les arbres hissent l'eau jusqu'à leur couronne. Plongés sous terre dans le royaume des racines. Comme les feuilles, les racines fines d'un arbre meurent à chaque automne pour renaître au printemps. Lorsqu'une racine est plus sèche que la terre, de l'eau s'y infiltre automatiquement. Elle se diffuse alors jusqu'au système racinaire central, où un dispositif bloque toutes les substances nocives. Les nutriments et l'eau, en revanche, peuvent continuer d'avancer à travers les cellules de la racine centrale. L'eau enrichie de sels minéraux peut alors commencer son ascension vers le tronc. Sa progression est représentée ici en accéléré. En réalité, elle avance d'1 centimètre par minute. L'aspiration se fait par capillarité. Les liquides montent par des tubes étroits, jusqu'à une hauteur d'1 mètre pour le hêtre. À partir de là, les feuilles sont mises à contribution. Elles rejettent de l'eau en permanence via leurs pores. Chaque molécule d'eau qui s'évapore aspire la suivante.
les arbres s'approvisionnent en eau en la redistribuant continuellement, en quelque sorte. S'il y en a assez à disposition, la photosynthèse tourne à plein. Mais ce n'est possible qu'à condition que la chaîne des molécules d'eau ne se rompe jamais. C'est pour que ces fines conduites n'éclatent pas sous l'effet du gel que notre chêne perd ses feuilles à l'automne. Le transport d'eau s'arrête net. L'arbre entre en dormance. À l'arrivée du printemps, les premiers bourgeons en haut de la couronne ont grand besoin d'eau. Mais l'arbre n'a pas encore de feuilles pour la hisser jusque là-haut. Alors, la nuit, en particulier, les racines envoient de l'eau vers le tronc. Un tour de force qui coûte beaucoup d'énergie à l'arbre. On ignore encore comment les racines procèdent exactement. Mais dès que les feuilles commencent à sortir, la pompe à eau de l'arbre fonctionne à nouveau toute seule. Le temps est venu pour les feuilles de rendre l'appareil aux racines. Elles envoient la solution sucrée issue de la photosynthèse dans un système de canalisation parallèle directement sous l'écorce. Tandis que l'eau et les sels minéraux remontent du sol dans le bois fraîchement formé, la sève élaborée redescend vers les racines. C'est là, et dans le bois, que sont stockées les principales ressources énergétiques. Pour avoir une idée de la quantité d'eau stockée dans un arbre, il suffit d'essayer d'en faire du charbon de bois. Jusqu'au début de l'industrialisation, on trouvait des charbonnières partout. Le bois humide s'y consumait sous une couverture de bois mort et de terre. Cette combustion lente extrait toute l'eau du bois et le transforme en charbon de bois. Le charbon s'enflamme à une température plus élevée que le bois, assez chaude pour fondre des métaux. L'apparition du charbon permet la fabrication du fer par réduction du minerai. La corporation des charbonniers est alors la seule dispensée de se débarbouiller, même pour la visite du roi. Car sans le précieux charbon de bois, pas d'outils, ni d'armes, ni de monnaie. Charbonnier et son équivalent Köhler sont des patronymes répandus en France et en Allemagne. Dès le lever du soleil, l'eau s'élève de nos forêts sous forme de milliards de gouttelettes d'eau. La cladonie fimbriée, un lichen terrestre, absorbe l'eau par ses pores et la restitue presque aussitôt. La rosée de la nuit s'évapore des feuilles avant qu'elles n'ouvrent leurs stomates pour la fabrication de glucose. Des chercheurs considèrent que l'eau issue de la photosynthèse est la plus pure sur cette planète. C'est de là que provient le climat humide de la forêt. On estime que l'eau injectée par évapotranspiration dans l'atmosphère constitue 45% des précipitations. Il pleut plus souvent là où les forêts ont pu s'étendre. Et bien des petits paradis
se crée sur le sol bien frais de la forêt, à l'ombre de la canopée. Bien que de plus en plus rares, les forêts humides ont leur propre magie. Elles sont un refuge pour des essences spécifiques comme le frêne et l'aulne, très friands de lumière. Beaucoup d'autres espèces étoufferaient dans un sol aussi humide, car les racines des arbres doivent respirer. Mais au cours de l'évolution, les aulnes et les frênes ont appris à stocker de l'oxygène dans les minuscules pores de leurs racines, en vue de restriction. De plus, ces arbres boivent énormément. Les pores de leurs feuilles étant ouverts en permanence, l'évapotranspiration des aulnes leur permet de drainer des marais entiers. Les prairies rhénanes, à la frontière franco-allemande, sont également un havre de paix pour ces champions de la survie. Les saules blancs, frênes, ormes et chênes pédonculés poussent à merveille dans la jungle rhénane. Leur système racinaire très dense stabilise le sol. C'est ce qui permet à la forêt d'absorber de grandes quantités d'eau en peu de temps. Une protection parfaite contre les crues. Il n'y a qu'ici qu'Oliver Arms peut se faufiler aussi facilement entre les arbres. Cela fait des années qu'il étudie les oiseaux des prairies rhénanes. Les forêts alluviales en abritent des quantités. Des minuscules pinsons et mésanges jusqu'aux grèbes huppées et aux oiseaux palmipèdes, chaque fois qu'un volatile donne de la voix quelque part, Oliver Arms tente de le retrouver en imitant sa mélodie. Autrefois, on trouvait ce genre de jungle partout au bord du Rhin. Mais la majeure partie du fleuve a été rectifiée depuis que ses rives sont habitées et qu'il sert au transport de marchandises. Les 2/3 des forêts alluviales allemandes ont été détruits. Le revirement s'est amorcé il y a quelques années seulement. Même les oiseaux peinent à vivre dans les zones de crue. Certaines années, des générations entières de volatiles se noient dans leurs nids en mai-juin, quand les masses d'eau libérées par la fonte des neiges atteignent la jungle rhénane. Même si aujourd'hui, les hérons semblent voler au-dessus d'une forêt alluviale sauvage, elle aussi est largement exploitée par l'homme, et depuis longtemps. Les forêts alluviales sont des biotopes extrêmes, bien sûr. Une crue comme celle-là est une petite catastrophe pour de nombreuses espèces. Même une grande, c'est selon.
Beaucoup essaient de se sauver en se réfugiant sur tout ce qui flotte, comme ces escargots qui escaladent des brins d'herbe pour tenter d'échapper à l'eau. Les oiseaux sont plus mobiles, bien sûr, mais en cette période de reproduction, l'emplacement de leur nid est décisif. Sont-ils assez hauts ou risquent-ils d'être inondés? Dans ce cas, le nid a vite fait de sombrer avec les œufs, ou même avec les oisillons. Rarement les animaux qui vivent en temps normal sur le sol forestier sont aussi visibles qu'à cette saison. Escargots et insectes se réfugient sur tout ce qui dépasse de l'eau. Et la nourriture tombe tout droit dans le bec des rares lézards. Les forêts alluviales sont peuplées d'innombrables espèces. De la rainette verte à la salamandre, beaucoup d'espèces animales et végétales menacées se sont repliées sur les lacs et étangs de forêt. Ces Calopteryx vierges mâles comptent parmi les plus beaux spécimens. Leurs ailes veinées de bleu sont censées séduire les femelles. Le martin-pêcheur en impose avec son plumage orange et bleu. Les branches proches du rivage sont ses perchoirs préférés. Les castors aussi sont de retour. Ces rongeurs ne se contentent pas de chutes de bois pour construire leur habitat. Leur mâchoire est assez puissante pour abattre des arbres entiers. Les castors vivent de préférence dans des eaux peu profondes et veillent toujours à ce que l'accès à leur hutte se fasse sous l'eau. Le castor n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un ami de la forêt. Il est peu délicat quand il se fournit en matériaux de construction. Les forêts alluviales ne sont pas une exception. Chaque forêt est une gigantesque pompe à eau et fait partie à ce titre de la machine climatique mondiale qui fait voyager les nuages autour de la planète. Du littoral vers l'intérieur des terres. Les nuages de pluie venus de l'Atlantique qui survolent l'Europe se vident de leur eau et disparaissent au bout de 600 km. Sans nos grandes forêts, le cœur du continent resterait sec. Depuis les montagnes moyennes de l'Ouest, elles entraînent les nuages toujours plus loin vers l'Est. Chacune de ces stations de pompage naturel fonctionne sur le même principe. Une partie des précipitations est capturée par la couronne des arbres et s'évapore au premier rayon de soleil. Quant à l'eau qui parvient jusqu'à la terre, les cavités très fines du sol forestier l'absorbent comme une éponge. C'est pourquoi les forêts sont les plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. Jusqu'à 200 litres d'eau peuvent s'amasser sous chaque mètre carré de forêt. Parfaitement filtrée par le sol forestier,
elle est particulièrement pure quand elle rejoint la nappe phréatique. Mais les arbres consomment jour après jour de l'eau stockée dans ces réservoirs souterrains. Des racines, elles remontent vers les feuilles, puis s'évaporent. C'est ainsi que de nouveaux nuages se forment en permanence au-dessus de nos forêts. En Europe centrale, le vent d'ouest dominant les chasse le plus souvent vers l'est. Dans chaque région boisée où ils se transforment en pluie, le même cycle recommence. Telle une immense chaîne, les grandes forêts d'Europe charrient l'eau très loin à l'intérieur des terres et y alimentent fleuves et lacs. Même si rien n'est éternel, de nombreux arbres vivent aisément 5 à 10 fois plus longtemps que nous. Nous savons aujourd'hui que les arbres vivent tels des êtres sociaux, qu'ils créent le cadre de vie d'innombrables organismes. Les arbres entretiennent des relations et tissent des partenariats. Peut-être poussent-ils au sein de vastes clans pour y trouver consolation et protection, ou bien par simple nécessité de sauvegarder leur propre espèce. Nous commençons tout juste à décrypter leur langage. Le murmure de la forêt.